énergie, crise énergétique, nucléaire, énergie renouvelable, solaire, hydraulique, biologique, psychique, manque d'énergie, trop plein d'énergie. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'énergie ? Bonjour, je suis Anne-Laure Ganac, journaliste, et je vous propose qu'on explore cette notion, sa polysémie, son histoire, son évolution, en prenant pour guide le top des chercheurs et des chercheuses. Bienvenue aux Sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est l'énergie expliquée par Yasmine Kalizesi, je suis directrice opérationnelle du Centre de l'énergie à l'EPFL. Et vous êtes physicienne. Donc, première question à la physicienne que vous êtes, Yasmine Kalizesi, c'est quoi l'énergie ? Alors, l'énergie, c'est une grandeur, c'est la capacité d'un corps ou d'un système à produire du travail mécanique ou son équivalent. Pour donner un exemple qui parlera probablement à tous, l'énergie, c'est ce qui est contenu dans la barre de chocolat qu'on va manger après la journée de ski pour nous permettre de continuer à fonctionner, de marcher. Voilà. Et si on reprend des formules un peu plus einsteiniennes, disons, c'est quoi plus précisément au sens physique ? Alors, par exemple, l'énergie, déjà l'énergie, c'est une grandeur dans un système en particulier qui est toujours conservé, donc qui se transforme d'une forme en une autre. Et Einstein a par exemple dit la masse peut être convertie en énergie. Donc, si j'ai bien compris votre travail, Yasmine Kalizesi, vous chapeautez un ensemble de laboratoires spécialisés dans la recherche énergétique que vous mettez en lien entre eux, ainsi qu'avec le monde de l'industrie et la société. L'objectif, c'est de faire avancer le plus efficacement, le plus pertinemment possible la recherche et l'innovation dans le domaine énergétique, c'est cela ? Oui, c'est ça. Donc, le Centre de l'énergie, c'est un centre transversal qui a mis vraiment en travers en fait de toute la structure de l'EPFL, au travers de toutes les facultés et des écoles qu'il y a à l'EPFL dans tous les domaines possibles, qui traitent du thème de l'énergie. Donc c'est vraiment très très vaste. On a environ 90 labos à l'EPFL qui traitent de près ou de loin du domaine de l'énergie. Alors déjà, ils ne se connaissent pas entre eux, forcément tous. Donc un des rôles du Centre de l'énergie, c'est d'animer cette communauté, de faire en sorte que ces labos se connaissent déjà entre eux. Et puis ensuite, de créer une interface une interface simple, on va dire, avec le monde extérieur. Donc vraiment essayer de mettre la communauté énergie de l'EPFL en contact avec des partenaires industriels, par exemple, avec la société aussi. Donc on a des activités d'information, de communication, et puis on va aussi aller chercher des opportunités de projet, des opportunités de collaboration pour des projets, on va dire, d'envergure qui peuvent fédérer plusieurs labos de l'EPFL. Par exemple ? On a des projets dans différents domaines. On essaie toujours de trouver des thèmes vraiment d'actualité. Un thème qui nous occupe assez fortement en ce moment, c'est la capture, l'utilisation et séquestration du carbone. Et puis plus généralement, toutes les technologies qu'on appelle Power to X, donc la conversion d'électricité en molécules qu'on va pouvoir stocker, en particulier à une échelle saisonnière, ce qui est très important. On le voit aussi, on l'a vu l'année passée avec la perspective de pénurie à l'hiver. Donc vous avez comme ça une hauteur, disons, par rapport à toute cette recherche, tout ce qui se passe en tous les cas à l'EPFL dans ce domaine-là. Comment la recherche avance dans le domaine de l'énergie ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie justement dans ce domaine de recherche aujourd'hui, vous diriez ? Oui, absolument. Alors faut rappeler quand même que l'EPFL est une des meilleures écoles au monde dans le domaine de l'énergie, puisqu'on se classe au 4e rang mondial dans ce domaine. C'est un domaine qui est extrêmement vaste, qui couvre des disciplines
aussi diverses que l'ingénierie, les sciences de base comme la chimie, les mathématiques, les sciences humaines, qui couvrent des domaines très divers. Ça va de la géothermie au réseau, à la domotique, aux procédés industriels. C'est vraiment, vraiment très, très vaste. Et puis, il faut aussi rappeler que quand on pense surtout à la thématique climatique, 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'énergie. Donc, si on veut agir sur le climat, il faut travailler dans le domaine de l'énergie. Avec un peu de recul, vous diriez qu'il y en a aujourd'hui plus que jamais de la recherche dans ce domaine-là, qui se joue quelque chose en ce moment, tout particulièrement, dans le contexte qu'on sait? Alors, plus que jamais, ça, je ne peux pas dire ça. Je pense que je n'ai pas fait cette analyse-là. Je pense qu'en Suisse, on a toujours été pionnier dans le domaine de l'énergie, quand on pense à l'énergie hydroélectrique, par exemple. On voit que l'accès à des sources d'énergie fiables, abordables et durables, c'est l'un des piliers de notre société moderne. Donc, évidemment, on ne peut pas s'en passer. Et oui, c'est forcément un domaine très, très important. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un domaine c'est un des domaines dans lesquels la croissance au niveau des emplois sera la plus grande dans les prochaines années. L'IEA estime que plus que 14 millions de postes seront créés dans le domaine des énergies vertes d'ici à 2030. Donc ça offre d'énormes perspectives aux nouvelles générations. On a beaucoup parlé, Yasmine Kalizesi, et craint une crise énergétique à l'automne dernier. Quel impact est-ce que cela a eu sur la recherche énergétique? Est-ce que cette situation d'urgence, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait de la situation énergétique actuelle? Alors, ce qui est intéressant à relever, c'est quand même que c'est des choses qu'on savait quand même depuis longtemps. Le fait que l'idée qu'un système énergétique se repose aux 3/4 sur des importations, sur des ressources fossiles qui sont localisées de façon pas équitable sur la planète, c'est pas forcément une bonne idée. Donc on sait ça depuis 30 ans, au minimum, voire plus. Donc là, en gros, il y a rien de nouveau. On s'est pris une urgence là dans la figure qu'on aurait bien pu anticiper. Donc la recherche est là, les résultats sont là, les technologies sont là pour faire évoluer le système énergétique. Après, effectivement, c'est un système qui est très inerte. Il y a des grandes infrastructures qu'il faut remplacer petit à petit. Donc oui, c'est plus une question de faire bouger ce système, d'amener les partenaires, les justes partenaires ensemble pour que les choses puissent se faire au final. Ouais. Oui, on a tendance à s'appuyer sur des installations qui existent déjà de longue date. Il y a une certaine inertie, en effet, à bouger les choses de ce point de vue-là. Il y a une géopolitique de l'énergie qui a été pas mal bousculée aussi sur fond de guerre en Ukraine. Oui, effectivement. Donc, on voit que l'approvisionnement en énergie fossile dépend de quelques pays sur la planète. Il n'y a pas besoin d'être Einstein. Moi, j'ai toujours la même chose. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que s'il se passe quelque chose dans ces pays-là, ça va être difficile. Donc voilà, c'est exactement ça qui s'est produit. Après, de décaler ces approvisionnements vers d'autres sources qui sont tout aussi ponctuelles et tout aussi fossiles n'est évidemment pas la solution. Et les seules énergies qui sont réparties de façon équitable sur la planète, auxquelles tout le monde a accès, c'est les énergies renouvelables. Le soleil, le vent, la géothermie, l'énergie hydraulique. Ça, un peu moins équitable, effectivement. Quels sont les défis aujourd'hui, Yasmine Kalizesi, et dans quel domaine de recherche énergétique en particulier? Il faut distinguer les défis au niveau opérationnel pour le système énergétique en particulier tel qu'on le connaît maintenant, où effectivement là, le défi, c'est un approvisionnement durable en énergie, on va dire locale, le plus possible. Et puis, il y a tous les aspects de stockage de l'énergie. Par exemple, stockage saisonnier d'énergie de l'été vers l'hiver pour pouvoir couvrir tous nos besoins en tout temps. Il faut aussi toujours rappeler que la première chose, c'est l'efficacité énergétique. Et là, on parle de plus en plus aussi de sobriété. C'est de renoncer à certaines activités
qui ne sont finalement pas nécessaires. Voilà. Est-ce que c'est si facile de renoncer? Est-ce que vous pensez qu'on est bien parti là pour renoncer à un confort quand on voit la domotique, ce genre de choses très, très énergivores? Alors là, la domotique, on parle vraiment d'efficacité parce qu'on va essayer de faire des choses de façon vraiment la plus efficace avec une aide intelligente. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est la conscience. C'est la première chose. C'est de prendre conscience que l'énergie est un bien, que c'est un bien fini, et qu'il faut vraiment l'utiliser de la façon la plus efficace. Et puis, je pense que c'est utile pour chacun de nous aussi de poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller en voiture au fitness? Ce genre de choses. Parce que c'est bien fini, sauf si on bascule vraiment vers des énergies renouvelables. Voilà, effectivement, ouais. Le monde de l'énergie, est-ce qu'il va changer et dans quelle direction, selon vous? Oui, je pense qu'on est vraiment à un moment charnière. Je pense que ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on est en train de basculer dans un système où l'approvisionnement est fait surtout au travers de vecteurs énergétiques qu'on doit acheter à prix d'or, qu'on a importés essentiellement, donc pour les 3/4 de l'étranger, et puis qui coûtent très cher, mais où les éléments de conversion, par exemple une chaudière, est pas très cher en fait. Et on est en train de basculer vers un nouveau système où les vecteurs énergétiques seront gratuits, comme j'ai dit tout à l'heure, le vent, le soleil. Par contre, effectivement, il faut investir dans ce bidule qui fait qu'on peut convertir cette énergie en électricité, en chaleur utile. Donc les éléments de distribution et de stockage, c'est pour ça qu'on va finalement payer. Alors par-dessus ça, justement, une fois qu'on a produit l'électricité dont on aura besoin, qu'on aura produit la chaleur dont on aura besoin, après il faut encore effectivement la distribuer, la stocker. Ce qui va avoir de la valeur dans le futur, c'est la garantie qu'on aura accès à cette énergie dont on aura besoin en tout temps et en tout lieu. Et c'est plus vraiment l'énergie en soi qui aura cette valeur-là, mais c'est l'accès à cette énergie, cette garantie qu'on aura cette énergie à disposition. Yasmine Kalizesi, vous, dans quel sens vous utilisez le plus souvent ce mot énergie quand ça n'est pas dans le domaine scientifique dont on vient de parler? Difficile, ça c'est la question la plus difficile. On va dire, on pense souvent à l'énergie pour soi quand on n'en a plus, quand on est au bout du rouleau, effectivement. C'est vrai que suivant les métiers qu'on a, les emplois du temps qu'on a, je pense que c'est quelque chose qui parlera à pas mal de monde. Après, l'énergie, c'est vraiment ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait nous lever le matin. La conviction que ce qu'on fait, c'est utile et que c'est pour une bonne cause. Ouais. C'est comme ça que vous gardez l'énergie de travailler dans ce domaine où, vous l'avez dit vous-même, ça avance quand même très lentement, il y a beaucoup d'inertie. Oui, il y a un paradoxe une différence, on va dire, entre ce que je vois dans le monde de la recherche ici à l'EPFL, qui est extrêmement dynamique, où il y a énormément d'énergie, justement. Très, 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 très rapide. Des choses qui bougent en l'espace de quelques jours. On arrive à mettre en place des choses dingues. Aussi, l'énergie que portent toutes ces étudiantes et ces étudiants, c'est assez fantastique. Donc là, il y a des choses qui vont très, très vite. Donc ce milieu académique, ce milieu de la recherche. Et d'un autre côté, la vie de tous les jours, les choses qui se passent en politique, qui ne se passent pas, justement. Là, vraiment, ce contraste, c'est assez fou quand même. Et comment garder l'énergie, alors, face à cela? C'est décourageant, quand même. C'est décourageant, oui et non. Moi, je suis de l'avis qu'il faut jamais baisser les bras. Je suis absolument convaincue de la nécessité de changer notre système énergétique. Et puis, c'est clair, les choses n'avancent pas assez vite, mais on avance quand même. c'est ça. On voit qu'il y a plein de décisions qui sont en train d'être prises. Certaines vont quand même dans la bonne direction. Et même si ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons, mais au final, on avance. Ouais. Vous, qu'est-ce qui vous donne personnellement le plus d'énergie au quotidien ? Moi, clairement, c'est les personnes qui m'entourent, les gens. On l'a bien vu pendant la pandémie, à quel point ça pouvait être difficile justement de
de se motiver, de s'ancrer, d'arriver aussi à dégager des bonnes idées sans ces interactions au quotidien. Donc ça, c'est les gens qui me donnent mon énergie, c'est ma famille, mon équipe ici. On a une toute petite équipe, mais j'ai des super collègues. Et puis mes amis, même les gens qu'on croise dans la rue, un sourire. Yasmine Kalizesi, physicienne, directrice du CEN, le centre d'énergie à l'EPFL. Un grand merci. Merci à vous. C'était Aux sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des humanités de l'EPFL, réalisé avec l'aide de Yves Roulin. À bientôt, prochain épisode à suivre.